Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue au nouveau conseil municipal de Passy pour la session du 26 octobre 2026. Tu peux t'asseoir, là, c'est bon, là. Tu passes dessous. Bonsoir tout le monde. On va commencer par la demi-heure citoyenne avec les questions du public. Je vois qu'il y a du monde, donc il y aura probablement des questions. Alors, première question. Madame, allez-y. Bonjour à tous, Madame Lecomte, je suis la maman d'une enfant accueillie à Passy-Petit sur 5 jours habituellement, désormais 3 jours suite à la situation que vous avez déterminée, sauf erreur de ma part, il y a une dizaine de jours. Je voulais juste me permettre un petit rappel des faits avant mes questions, est-ce que c'est possible? Bah, si vous voulez. C'est très gentil. Merci à vous. Donc, le 4 septembre, nous avons reçu un mail de la directrice de la crèche de Passy-Petit qui nous indique que l'équipe est au complet suite à l'arrivée d'une nouvelle intervenante qui, je crois, est puéricultrice. Après, je ne connais pas les contrats de chacun, mais je crois est puéricultrice. Le 9 octobre, nous avons un email également de la directrice avec en copie Madame Nisserel, je pense que c'est Madame, et Madame Viard, qui de mémoire est infirmière, qui nous indique qu'il n'y a pas de souci à avoir suite à son futur départ de la structure, car de toute façon, soyez toutefois rassurés, tout est organisé pour que vous ne subissiez pas cette situation. Et le 17 octobre, je pense dans la stupeur la plus totale des parents, mais également peut-être la vôtre, nous apprenons que la structure ne peut plus être ouverte en multi-accueil de 25 places, mais uniquement en micro-crèche, et que donc par équité, vous réduisez les contrats de tous les parents qui bénéficient d'un accueil de leur enfant, pour du coup un déficit pour des puéricultrices, un poste d'éducatrice, un poste de responsable de structure. Ma première question est comment avons pu tenir sur un multi-accueil de 25 places sans éducatrice depuis 2 ans, parce que sauf erreur de ma part, il n'y avait pas d'éducatrice à l'époque. Et surtout, quel est votre sentiment concernant la communication faite avec les parents? Je pense qu'une réunion préalable dès septembre, parce que à mon avis, les recrutements n'étaient pas prévus pour une dernière minute et j'ose l'espérer. Pensez-vous qu'une potentielle autre communication a été meilleure? Et quels sont les besoins actuels de la crèche de Passy-Petit pour retrouver un effectif d'accueil de 25, en sachant qu'on a de nouvelles puéricultrices qui partent à la fin du mois suite aux propositions qui, a priori, leur ont été faites? Merci. Alors merci, c'est bien. Bon, je souhaite intervenir à la fin du conseil avec le détail concernant Passy-Petit. C'est une situation qui est difficile et qu'on subit malheureusement, et bien vous par conséquence, hein, on est bien d'accord. Dans la chronologie, vous avez oublié de rappeler qu'on a fait un courrier au début de l'été, donc ça devait être en juin de mémoire, juillet, où on a effectivement prévenu qu'on avait déjà dû réduire le volet horaire parce qu'on avait des problématiques de personnel. Donc dans la chronologie des faits, c'était ça. Depuis fin 2022, il y a un poste qui est lancé, EJE, en termes de recrutement. On a eu 0 candidature. Ce qu'on a expliqué, ce qui est important de répéter ce soir, c'est que par rapport à la structure multi-accueil de 25 places, 26 places, il faut, pour diriger cette structure-là, une personne habilitée avec un diplôme particulier. Sinon, on n'a pas l'agrément de la caisse d'allocation familiale. La personne qui dirigeait la structure avait une double casquette, parce qu'elle avait les 2 diplômes, à la fois pour diriger et à la fois EJE, éducatrice jeune enfant. Donc c'était difficile, on souhaitait embaucher quelqu'un, mais on n'avait pas de candidature. Donc heureusement, elle pouvait assurer les 2 rôles, sauf que cette personne en partant, avec on a 2 postes vacants. Voilà. Donc ça c'est le premier point en termes d'organisation. Donc il faut bien comprendre et que les gens qui nous écoutent comprennent bien qu'avec le départ de cette personne, alors elle a une intervention, elle avait une problématique médicale et après elle a fait une demande de disponibilité. On le savait, elle nous a prévenu, c'est pour ça qu'on a lancé un recrutement fin juin, début juillet, pour la remplacer. On n'a pas eu de candidature valable, malheureusement, sinon on aurait embauché quelqu'un. Et jusqu'à la décision finale, on avait fait passer des entretiens. Donc on pensait tenir quelqu'un pour pouvoir embaucher. Voilà, en septembre, donc le mail et l'info qui a été diffusée sur les réseaux sociaux par un agent, c'est une erreur. Parce que les agents de la fonction publique, ils ont un devoir de réserve et ce n'est pas eux qui communiquent au nom de la structure. Alors, je pense qu'elle a fait ça de bon cœur en disant, pour rassurer un peu les parents, en disant la structure était quasiment complète, ce qui est très variable. On a la même problématique aujourd'hui avec le personnel d'encadrement, notamment sur les pauses méridiennes au niveau des écoles. C'est qu'on a beaucoup d'arrêts maladie. Nous, on fait le maximum pour que ce soit des contrats le plus long possible et éviter d'embaucher des gens 10 heures parce que c'est pas comme ça qu'on fidélise les agents et qu'on leur facilite la vie. Donc on essaie d'avoir une politique de gestion des ressources humaines la plus optimale possible. Et après, on est confronté à
la disponibilité des personnes qualifiées sur le marché. Et aujourd'hui, la crise en termes de médico-social d'une manière générale, mais notamment le secteur petite enfance, il est national. Voilà, donc, c'est pas dire Passy, on est une exception, on est malheureusement comme tout le monde, et comme nous, on a plus de berceaux d'ouverts que la majorité des communes du pays du Mont-Blanc, hein, Passy est la commune où il y a plus grand nombre de places. J'intègre les assistantes maternelles également, et dès qu'il y a un trou dans la raquette, ça se voit encore plus. Voilà. Nous, ça ne nous satisfait pas, hein, la directrice du service est là, je peux vous garantir que l'élu responsable est également là. C'est un souci. Et c'est d'autant plus pénible pour nous, mais pour vous c'est beaucoup plus pénible, on en est bien d'accord, mais qu'on subit et que malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à proposer une réponse valable. Nous, ça ne nous satisfait pas. Donc les gens ne sont pas contents, ils ont raison, on comprend, nous aussi on travaille, on a des enfants, on sait ce que c'est, mais il faut bien se dire que c'était soit on réduisait micro-crèche 12 places plus 2 en pic, soit on fermait complet. Parce qu'on n'avait pas l'habilitation, le droit. D'un point de vue réglementaire, moi la CAF, elle serait venue me dire, monsieur le maire, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la structure. Donc, c'est pas satisfaisant. Donc, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est une solution transitoire, en accord avec la CAF, de passer en régime micro-crèche, qui est beaucoup plus souple et qui ne demande pas ce niveau d'encadrement. Il y a 10 personnes sur Passy Petit. Il y a 4 arrêts maladie. Il y a eu le départ, donc la demande le congé maladie de la directrice qui avait 2 casquettes, plus sa demande de dispo à partir dans plusieurs mois. Donc les congés maladie, les absences. Donc résultat, on est avec 4 agents, 3 agents plus Véronique qui aujourd'hui notamment était sur le terrain pour pallier le manque d'agents. Donc c'est confortable pour personne. On avait un besoin également, donc on a été aux Oursons, on a demandé on a d'autres structures parce qu'on n'a pas que celle-là, Passy. Donc on essaie de jongler entre les présences des uns, il y a des congés maternité aussi, c'est un public qui est majoritairement féminin et jeune, et ce qui est logique. Donc voilà, et c'est aussi l'avis des personnes. Donc c'est pas satisfaisant pour nous, c'est sûr. Pour vous, ça vous met dans la panade, on en est bien conscient. Mais on avait le choix, c'était soit on arrêtait complet, soit on passait sur ce régime micro-crèche. Le choix qui a été fait, c'est de passer sur la micro-crèche. Et le choix qui a été fait pour avoir une réponse équitable vis-à-vis de tout le monde, c'est de dire, ceux qui ont des contrats 5 jours, on vous propose 3. Ceux qui ont des contrats 4, on vous propose 2 de mémoire. Et ceux qui ont des contrats 3 ou 2, voilà. Donc on a réussi, c'est sûr, on a réduit la voilure, c'est clair, on ne va pas vous dire le contraire. Et nous, ça ne nous amuse pas. Alors, les gens auraient le droit d'être mécontents si on avait dit non, on restreint la masse salariale, on n'embauche pas. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas la politique de la municipalité depuis notre élection. On a embauché pas mal de monde pour pallier les manques dans beaucoup de domaines. On pourrait encore faire plus. Mais on a aussi un budget à tenir, donc aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas une variable. Je vous remercie pour votre retour, mais ça ne répond pas à ma question. En fait, la communication qui a été faite, je la trouve déplorable. Alors la réponse que je vous ai faite, c'est que déjà dans la chronologie, vous avez pas rappelé le courrier qui vous a été fait. Mais en septembre, on nous rassure. En septembre, je viens de vous dire que c'est une erreur de la personne, de l'agent qui l'a fait, de son propre chef en pensant bien faire, mais ce n'était pas une communication officielle. C'est vrai que ça a pu... octobre, c'est une redite, il y a tout le monde qui induire, est en octobre, c'est peut-être évident. Alors, j'étais pas au courant du fameux mail d'octobre dont vous parlez, mais c'est une erreur. Voilà. Alors, encore une fois, c'était pas délibéré. Si je vous dis c'est une erreur, ça veut dire qu'on n'a pas maîtrisé en termes d'encadrement. Donc, je veux dire, on en prend aussi notre part, et vous avez raison de le dire publiquement, on n'a pas de cachotterie à faire. Mais en tout cas, de la part aussi des agents, c'était une volonté d'essayer de rassurer les parents, c'est pas pour vous induire en erreur. Mais à tort. Voilà, et à tort. Voilà. Mais bon, quelque part, on vous aurait dit en septembre, le 15 octobre, on a un vrai souci. Ça nous aurait permis de nous organiser familialement. Il y a des gens qui ont pris des promotions, etc., qui sont obligés de renoncer à certaines choses. C'est possible, mais je ne suis pas certain que tout le monde aurait pris les dispositions. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Donc aujourd'hui, on en est là. On a eu là une candidature. Donc, grâce à l'écho médiatique, c'est l'aspect positif du négatif, c'est qu'on a eu quelques candidatures en plus. Bon, il y en a une qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps. Les qualifications sont là, mais au niveau salaire, ça devrait, on verra, on ne peut pas préjuger, mais ça ne correspond pas à ce qu'on peut faire. Voilà. Donc on continue l'effort, ça c'est sûr. Mais la communication, tout est perfectible. Moi, je ne suis pas en train de vous dire. Aujourd'hui, c'est une situation de crise, on le dit. On a une autre crise concernant la garderie périscolaire de l'abbaye. On fait le nécessaire. Donc, encore une fois, nous, on essaie de faire le maximum. On ne se cache pas derrière le petit doigt. On peut toujours mieux faire, aussi en communication, mais en tout cas, les faits sont là. Les faits, c'est la réalité des effectifs présents
des niveaux de qualification. Il faut bien comprendre que les agents qui sont dans les services, donc CAP petite enfance, hein, celles qui sont présentes. Après, il faut qu'on passe sur le JE, et puis le poste, pour être directrice, c'est infirmière, hein, un puéricultrice. Donc voilà, donc ça, on est obligé de s'y tenir, on n'a pas le choix. Non, Après sur la communication déplorable, comme vous la qualifiez, je n'irai pas jusque-là. Il y a des choses qu'on n'a pas maîtrisées qui sont sorties du service. Encore une fois, on ne maîtrise pas tout. Annoncer ça par mail, je pense que ça aurait pu être fait autrement aussi. Pardon ? Annoncer ça par mail à la va-vite. En plus, c'est Madame Corinne Rafford-Durotet qui s'est retrouvée en première ligne. C'est elle qui nous a écrit derrière, si. Pour les modifications de contrat. On a fait un courrier co-signé avec l'adjointe. Derrière, c'est elle qui a géré les modifications de contrat, etc. D'ailleurs, vous pouvez la remercier parce que je pense qu'elle a eu des moments difficiles. Mais tout le monde a eu des moments difficiles et on est au courant, hein, je vous rassure. On est quand même en lien avec les services. Je pense que la chose aurait été prise plus facilement aussi avec une réunion potentiellement, même si on a tous des emplois du temps très compliqués. Je ne suis pas certain. Avec l'expérience des réunions publiques, je ne suis pas certain. Mais bon, après, chacun son avis. En tout cas, on a fait un courrier que j'ai complété, qu'on a tous complété, avec Vanessa Tourné, qui est l'adjointe en charge de la petite enfance, en vous expliquant les raisons profondes. Et puis vous voyez qu'on est là-dessus, on ne change pas. C'est la réalité des faits. Après, communication améliorée, on apprend toujours de ses erreurs. Après, dans une organisation comme une mairie de 150 personnes, on ne peut pas être derrière les mails de chacun. Et puis encore une fois, je pense que les agents ont voulu bien faire. Et des fois, le mieux est l'ennemi du bien, et c'est la preuve. Voilà. Donc en tout cas, en termes de perspective, c'est qu'on continue le recrutement, c'est sûr. On a activé tous les réseaux, il n'y a pas que les annonces. Hein. Les personnes qu'on connaît, bon, voilà, on regarde avec les autres communes également, qui ont aussi des problématiques dans ce domaine-là. Donc on continue le recrutement. Deuxième point, c'est qu'on travaille donc, en termes d'attractivité. On est en train de travailler sur un futur pôle enfance et santé, juste à côté. Donc là, on a associé les équipes, notamment de Passipti, pour définir le futur bâtiment. Les surfaces, comment on va s'organiser, tout ça. Donc là, on a la programmation qui est en cours avec le CAUE. Donc ça fait partie déjà d'une amélioration importante de l'outil de travail. Faciliter la vie des équipes, parce que là, elles montent, elles descendent des demi-étages. Bon, c'est quand même pas très très satisfaisant, hein, contrairement à ce qu'on avait voulu nous laisser croire. Quand on va sur place, c'est quand même difficile. Il n'y a pas de visu sur les entrées comme il faut. Bon, voilà, donc on veut une structure moderne. Et là, on est convaincu que ça permettra de recruter plus facilement, c'est comme dans le secteur hospitalier, des personnes et les stabiliser pour celles qui sont là avec un outil qui est quand même beaucoup plus agréable à travailler. Mais par contre, ça ne sera pas demain. Je ne vous dis pas que c'est en 2024, ça c'est clair que non. Voilà. Et ce sera une structure micro-crèche ? Non, alors l'idée c'est qu'on passe sur on avait une jauge, là on était parti sur une jauge à 30 berceaux. 30 berceaux. Parce qu'on a le projet de faire une micro-crèche à l'abbaye. Parce qu'en fait, dans les gens qui viennent à Passipti, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'abbaye, et à l'abbaye, on a de la place dans l'école. Donc on vous le dévoile un peu en avant-première ce soir, les services techniques, le directeur est là, avec Véronique et puis les élus concernés. On va travailler pour faire une micro-crèche de 12 à l'abbaye. Vous allez me dire, ça va poser le problème du personnel. Ouais, mais si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Donc c'est pas notre politique. Donc on va lancer le recrutement en parallèle, puis on verra comment on peut s'organiser. Un transfert en plus. Mais c'est le transfert, voilà, la micro-crèche qui est à Chède, il partira là-bas. Et on gardera un multi-accueil à Chède. L'idée dans la future structure, c'est qu'on part à 30 berceaux et on montera à 39, en construisant la place nécessaire. Donc on a vu avec la CAF, on a vu avec les services concernés, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Et ça, je vous dis, ça l'aurait 2025-2026. Hein, et on fera la maison de santé au deuxième niveau. Voilà. Deuxième niveau, l'idée c'est de faire une maison de santé avec les professionnels de santé. Ça ne résout pas le problème là, mais en tout cas on s'attache à ça et on espère que ça fera quand même, en termes d'attractivité, ce sera plus intéressant. On l'espère. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Voilà. Merci beaucoup. J'ai répondu à vos questions. Vanessa, tu peux venir si tu veux. Autre question? Monsieur Bressov. Beaucoup de monde se demande ce qui se passe à Passy. Ah. On a les deux hôtels qu'il y a près des tennis. On a fait le goudron, on a fait le marquage au sol. Quand vont arriver les engins de chantier, il va rester quoi sur le goudron et les marquages au sol? Ça coûte des sous, ça. Qui c'est qui paye? Parce qu'il va falloir refaire tout le goudron, tout. Eh non. Eh non, parce que si vous êtes observateur,
La partie qui va desservir les zones d'aménagement, elle a que le grave bitume, donc la première couche de goudron, qui justement a été faite pour faciliter le passage des engins, et on n'a surtout pas mis la couche de roulement définitive. Et en plus, il va falloir qu'on la creuse pour amener le réseau de chaleur qui va alimenter tout ce secteur-là. Donc, contrairement à ce que vous dites, c'est anticipé. Le prix, c'est 1 100 000 € à peu près hors taxe. Alain, tu me corriges si je me trompe. Et c'est la commune qui fait l'aménagement. Et c'est la commune qui vendra les terrains, donc qui seront là pour payer l'investissement qui a été fait. Donc, les deux hôtels, le premier permis de construire, il a été accepté. Il est passé en commission pompier, il devait y avoir une petite modification là. Et le deuxième hôtel, le permis sera déposé, donc on vendra le terrain une fois que tout sera validé, que les services de l'État, notamment en termes de conformité. Voilà. Il reste 2 lots et on a d'autres propositions sur ces lots. Et le deuxième gros problème, le télésiège. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, sur les journaux, tout ça, vous aviez dit que cet hiver, il marcherait. Et du coup, c'est reporté à l'année prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé en haut? Il y a quelqu'un qui n'a pas fait le boulot là. Non, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait le boulot. Vous qui lisez les journaux, vous avez dû lire le Dauphiné il y a quelques temps. J'ai lu les journaux. Donc il y avait toutes les explications dedans, donc je vais les répéter là, et c'est pareil, je souhaitais en parler ce soir, puis on en parlera plus en détail dans un autre support. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait trouvé, après 1 an et demi de discussion avec les propriétaires, qui ont les terrains de la gare d'arrivée en amont. On a souhaité acheter les terrains, ils ne voulaient pas nous les vendre, ce qui peut se comprendre, donc ils nous ont proposé un bail à construire, ce qu'on appelle. Donc on s'est mis d'accord là-dessus. Et comme la collectivité est obligée d'utiliser une bonne partie des terrains, notamment pour faire passer le layon qui va faire passer le télésiège, on avait l'obligation de faire du défrichement, de couper des arbres chez eux, l'obligation de toucher les réseaux, l'obligation de détourner le chemin, ce qui les arrangeait au passage. Donc on s'est mis d'accord sur des compensations que la commune, et on le votera ce soir, prend à sa charge, et ce qui est bien logique. Quand on va chez quelqu'un, qu'on fait des changements, il est logique que cette personne-là prenne la responsabilité des changements qu'elle fait. Donc on n'allait pas se contenter de leur dire ouais, bah, vous aurez 10 forfaits par famille et puis ça ira bien comme ça. Donc on s'est mis d'accord sur les compensations ou la réduction des choses qui sont effectuées chez eux. On s'est vu le 10 mars 2023, donc en début d'année, avec nos 2 notaires. Et on s'est mis d'accord sur les modalités de ce bail à construire. On n'a pas eu de nouvelles et c'est leur notaire qui était chargé de rédiger l'acte. Après une bonne dizaine de relances, et encore je suis gentil, on a eu l'acte le 20 septembre 2023. Voilà. Donc on a une première version de l'acte. Il y a des choses qu'on ne souhaitait pas faire, qui n'étaient pas valables, parce que c'était sur un modèle de bail à construire de bâtiment et pas de remontée mécanique. Donc on a eu des allers-retours, des échanges, ils ont fait des changements également. Donc résultat, on s'est retrouvé là en fin de période. Et nous, on avait une autorisation de faire les travaux sur la partie de la gare d'arrivée du télésiège, disponible au niveau du mois de septembre, voire début octobre, en raison des espèces protégées. Donc dans l'arrêté préfectoral qui nous autorise à faire les travaux, à survoler en zone naturelle et à autoriser à intervenir sur des zones d'espèces sensibles, notamment avec nos 2 papillons, la fenêtre de tir était finie. Donc tous les travaux du bas, vous pouvez regarder, hein, ils ont fait un super boulot et je le salue encore au passage, la société STM Punia basée à Cordon, tout ce qui est terrassement, gare de départ et tout, ils ont fait un boulot fabuleux. Eux, ils ne parlent pas beaucoup, ils avancent. Donc c'est ce qui s'est fait. On a cru pouvoir sortir à un moment, à fin septembre, début octobre, qu'on serait en phase avec le document. Ce n'était pas le cas. Et nous, on a une obligation à respecter en termes de fenêtre de travail qui s'achevait. Donc c'est clair que ce n'était pas possible de finir cette année 2023. Donc là, la prochaine période sur laquelle on a le droit de faire des travaux, c'est au printemps 2024. Donc c'est pour cette raison que la gare d'arrivée sera faite qu'au printemps 2024. Donc par anticipation, on avait bien entendu fait attention, on se doutait, les travaux comme ça c'est toujours compliqué. Vous regardez la médiathèque de Salanches, c'est 7 ans de travaux. Ils ont tout eu. Les plafonds qui sont tombés, le lot fenêtre qui ne marchait pas, le mobilier qui a été volé, enfin la totale. Sur les gros chantiers, c'est comme ça. Et on avait anticipé, donc on a maintenu le téléski du Tour en se disant si on a un pépin, on pourra toujours accéder au sommet de la station. On a eu raison de le faire parce qu'il fallait démonter l'arrivée du téléski de Barmu. Et là aujourd'hui, on peut ouvrir la station sans problème l'hiver prochain, avec un accès au sommet du domaine et un lâcher de perche intermédiaire, comme dans le temps, pour ceux qui ont connu, hein, au niveau des rails sur le téléski du Tour, donc un petit peu en dessous des chalets de Barmu. Comme ça, les débutants et les gens qui n'ont pas un gros niveau pourront lâcher la perche à cet endroit-là pour skier sur le haut de domaine quand même. Moi, j'étais pour le télésiège. Hein. Non, mais voilà, je vous donne l'explication. Je pose des questions parce que... Mais vous avez raison, parce que nous, c'est pas facile, hein, c'est un gros dossier hein, quand même pour les services techniques, pour les élus. On pensait qu'on y arriverait.
Après, c'est aussi ce que je n'ai pas dit en préambule, on a fait le choix de la négociation avec les propriétaires. Aujourd'hui, dans la loi Montagne et la loi Montagne 2, on a une disposition qui est une déclaration d'utilité publique qui permet de passer en force. Hein, et c'est ce qui se fait dans beaucoup de communes alentours, où c'est un document, alors il y a une enquête publique, et voilà, c'est quelque chose d'assez administratif à mener, mais en gros on ne demande pas l'avis des gens. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait, en plus c'est des gens qu'on connaît, donc on a préféré discuter, négocier, échanger, voilà, on ajuste, ils sont sur le chantier régulièrement, voilà. Et donc c'est la voie de la négociation qu'on a choisie, et je pense que c'est quand même bien pour les familles. Il faut aussi se mettre à leur place. On leur a rien demandé pendant des décennies là-haut. Moi, il y a une famille qui est propriétaire, alors pas des chalets, mais qui m'ont dit un jour j'ai retrouvé ma forêt qui était en bas au Parchet, qui était coupée en tas, au milieu des années 90, sans que les propriétaires n'aient été prévenus, donc ils ont quand même porté plainte et la commune a été condamnée. Quand on a construit les téléskis, on n'a rien demandé à personne. Encore il y a quelques années, on a créé des canons à neige, notamment sur le secteur de Barmu, les propriétaires n'étaient pas au courant. Donc nous, c'est pas notre manière de faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a préféré discuter, négocier avec eux. On n'est pas satisfait de la situation, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Mais là, entre le couperet du préfet avec l'arrêté préfectoral, les espèces protégées, bon bah voilà, c'est comme ça. Et bien ça sera un hiver encore sans télésiège, ça fait 40 ans qu'on l'attend, on fera une saison sans le télésiège. Par contre, c'est possible qu'il soit ouvert pour l'été prochain. Comme ça, on pourra monter en été. Alors. Exactement, et c'est à vocation pour les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas de 4x4. C'est aussi l'idée qu'on a, avec l'évolution climatique qui fait que dans 30 ans, il n'y aura peut-être plus de ski à pleine joue, c'est possible. Par contre, il y aura un appareil pour monter l'été. Bon, une autre question. Oui. J'étais devant la pharmacie de Chelles. Au même moment, il y avait la sortie de l'école de Chelles Centre. Oui. Il y a des petits en vélo, des vrais avions. Et ils arrivent direct sur le rond-point du PMU. Si jamais il y a une loupée là, le gars qui va passer tranquillement en voiture, s'il se fait une loupée le gamin, il a le gamin sous la voiture. Et moi, ce qu'on avait fait du temps du mandat Gilbert Perrin, c'est d'avoir fait des réunions sécurité dans les écoles, avec la police municipale et les pompiers. Ça durait 2 heures de temps. Il va falloir peut-être relancer tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui va... Alors c'est fait, hein. C'est fait aujourd'hui, la police municipale, elle intervient toutes les années dans les écoles, ça se passe super bien. Les enfants, ils passent un espèce de permis vélo, hein. Alors, je ne sais plus quelles classes sont concernées, hein. C'est en cours élémentaire de mémoire. Alors, il n'y a pas les pompiers, j'en conviens, mais en tout cas, la police municipale intervient, c'est quelque chose qui est très apprécié dans les écoles et qui fonctionne bien. Après, vous savez comme moi, hein, tout le monde passe le permis, quand vous en voyez rouler certains, on n'est pas sûr qu'on ait tous eu les mêmes leçons. Hein. Bon. Les enfants, c'est peut-être aussi un peu plus de prévention à faire. Je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose à creuser. Moi, ça m'a foutu la trouille. Et sur le rond-point de la jonction, là-bas, du faubourg, c'est pas terminé. Hein. Il y aura une partie qui va aller... on en parlait justement ce matin avec un des propriétaires fonciers. La voie verte, elle va se prolonger devant la terrasse de Tournafol. Hein. On n'a pas fini à cet endroit-là encore. Voilà, mais ça fait partie de négociations avec les propriétaires. Justement pour assurer la continuité de la voie verte. Et puis la dernière... Ouais, parce que c'est 25, hein, c'est une demi-heure. À la dernière réunion du conseil, on a eu une petite discussion sur les couleurs bleu et jaune. Moi, le seul truc que je demande, c'est le respect de tous les gens qui ont porté ces couleurs-là. Mais on est tout à fait d'accord. Hein. Oui, le respect. Oui, mais moi, je les ai portés, ces couleurs. Mais... Patrick Amadei les a portés aussi. Hein? Non, mais on le sait, mais... Vous pouvez pas mettre devant le conseil municipal des échanges sur les réseaux sociaux qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas du fait de la mairie. Mais c'est votre adjoint qui l'a. Non, mais ça c'est vous qui le dites déjà. Et aujourd'hui, c'est pas une question. Encore une fois, la preuve, c'est qu'on a vu là qu'on ne maîtrisait pas tout ce qui se passait dans les structures. Bon. Donc, moi, je veux bien que vous nous posiez des questions sur les problématiques, et comme vous le venez de faire, c'est très bien. Après, on passe pas notre temps sur les réseaux sociaux. 2, il y a beaucoup de danneries qui se disent. 3, je pense que c'est bien de prendre un peu de recul. Et vous ne trouverez pas dans l'équipe là, Patrick a été maire adjoint, sous le mandat de Gilbert Perrin justement, vous ne trouverez pas ici personne qui incrimine quelque couleur que ce soit. On sait très bien que le bleu et le jaune c'était les couleurs historiques, notamment des clubs de sport. Il n'y a pas de raison pour que ça soit dénigré. Donc je pense qu'il y a soit des interprétations des propos malheureux, mais en tout cas ce n'est pas la volonté de la municipalité, rassurez-vous. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà pour moi. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Giguet? Oui. Je voulais signaler la route de la Carabotte qui vient d'être mise en service depuis quelques jours. Oui. À la descente extrêmement dangereuse. Extrêmement. Pour se croiser, je vous dis pas.
Ouais. C'est la descente Chirafort ou... Ouais. Alors, la route de la Carabotte, elle appartient au département. Donc là, on leur a demandé de faire les travaux. Avant de nous la rétrocéder, on a d'autres linéaires comme ça, on va faire des échanges, parce que c'est pas forcément un itinéraire qui a une vocation structurante pour les départementales. Donc on leur a demandé de faire les travaux, ils ont très bien fait les choses, hein, et il manque des barrières. Aujourd'hui, des barrières sur toute la longueur. c'est la discussion qu'on a avec eux, que Jean Fontaine a engagé avec eux. Après, dire on ne peut pas se croiser, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que quand vous voyez dans l'état où c'était avant, oui, c'était plus proche du chemin rural, hein, qu'une route. Hein. Bon. Donc pour se croiser, on se tapait le goudron avec 15 cm d'épaisseur, s'il n'y avait pas un SUV, ça ne passait pas. Donc aujourd'hui, le département a mis les moyens, et on leur remercie, parce qu'ils ont bien bossé. Hein, Jean était encore avec la responsable départementale ce matin au téléphone. On est en phase de discussion sur les barrières, on est conscient qu'il y a certains niveaux ont été rattrapés, ça fait beaucoup de hauteur. Oui. Le marquage n'est pas encore fait. Après, on invite un peu les gens à la prudence, c'est ce qu'on évoquait avec M. Boissat un peu avant. Voilà. Mais ça sera forcément mieux qu'avant, c'est sûr. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident grave. Non. Autre question, M. Gillier. Pour la route, pour le tour du lac Vert, oui. Quand on va avec ses petits-enfants, c'est presque impossible, il faut être deux, il faut les porter. Ouais. Comment se fait-il que qu'est-ce que vous envisagez? Alors vous avez sûrement remarqué qu'en 2020, quand on a été élu, 2021 encore, il y avait encore les anciennes passerelles en bois. Voilà, je comprends que c'est du travail, je comprends que c'est du bois, que ça pourrit. Il y avait encore les anciennes passerelles en bois qui étaient cassées, il y avait des trous, nous on a vu des gens passer à travers les planches, on a vu des gamins tomber à l'eau, on a même vu tomber du ponton à l'eau, hein, on a même sorti un jour quand on était là avec un adjoint. Donc c'était pas satisfaisant, donc on a demandé au service technique à l'époque de retirer tous les aménagements là, c'était plus dangereux qu'autre chose. Donc là on est engagé avec le département dans un CTENS, donc un contrat territoire espace naturel sensible, qui est là pour aider les collectivités à valoriser des lieux remarquables. C'est le cas du lac Vert, cette démarche, vous le verrez dans le futur magazine municipal qui va être distribué à partir de demain, a été engagée sous le précédent mandat et c'était une très bonne démarche. On l'a poursuivi avec un plan de gestion. Il y a eu une nouvelle présidence au niveau du département, hein, ça ne vous a pas échappé. Donc le département finance jusqu'à 60% des investissements, voire plus. Donc on fera des aménagements, notamment en matière de biodiversité. Donc là, ce qu'on a mis avec les élus concernés, l'adjoint en finance, on a mis un coup d'objectif par rapport à la création de ces passerelles autour du lac Vert. On va refaire un cheminement. Voilà. Donc le bureau d'études, pour qu'il bosse, il faut qu'il sache à peu près à quel niveau de budget il faut qu'il s'arrête. Parce que si on met 500 000, ils vous en livreront pour 500 000, hein, c'est pas un souci. Donc ce n'est pas notre objectif. On veut quelque chose de raisonnable, de canaliser la population et de permettre aux personnes à mobilité réduite de marcher tranquillement autour du lac Vert. Voilà. Donc on en est là. L'étude va être lancée au budget 2024, je ne sais plus. L'étude est déjà entamée. Mais... Ouais, mais en tout cas, on va mettre l'investissement au budget 2024. Donc on verra. Ce sera probablement fin 2024, une réalisation, une première tranche fin 2024. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une signalétique qui va être implantée également pour expliquer la biodiversité, pour protéger certaines, on appelle ça des mises en défense, des zones sensibles en termes de biodiversité, parce que c'est aussi un gros défi. Et là où le département vous avez demandé de vraiment creuser le sujet, c'était tout ce qui était aquatique. Hein, il y a l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Donc on va bosser avec l'association de pêche locale, pour faire un règlement de pêche, parce qu'on a retrouvé tout et n'importe quoi. Donc voilà, pour faire un peu de prévention, ce n'est pas forcément les locaux, mais il y a beaucoup de visiteurs qui viennent. On a trouvé des appâts d'océan, je vous passe les détails. Donc voilà, on fera un règlement aussi d'utilisation à destination des pêcheurs. Merci. Voilà, c'est bon? C'est bon. Plus de questions? Non? Eh bien, merci. Il est 19h31.
je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, j'atteste que l'envoi des convocations et que la publicité relative à cette session a été faite dans les règles, avec le respect des délais d'envoi. Au nom du conseil municipal, je voulais renouveler les condoléances. Alors, plusieurs personnes décédées au mois d'octobre, donc je précise, c'est les décès parus dans la presse, les familles ne souhaitent pas forcément les communiquer. Donc là, au mois d'octobre, de M. Éric Magnin, Josette Bianchetti, née de Turche, Sylvie Vouilloz, Marie Créta, Paulette Maillet, née Chamoux, René Greffoz, née Soquet, Marie Vaillant, née Besson, André Uzé, née Foulaz, André Madame, Maurice Guillard et Suzanne Hurel, née Borja. On a quelques naissances. Alors en août, un petit rappel, on ne l'avait pas donné. Peut-être qu'on l'a su après coup. Ouais. Donc Layam Daguillon-Fievet sur le mois d'août. Et puis sur le mois de septembre, Iris Dupuis, Mathis Dupuis et Achille Mignot. Je vais faire l'appel des élus. Alors on a un nouveau conseiller municipal ce soir. Alors Christelle Rebet, donc elle est absente. Elle me donne pouvoir. Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain Roger, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, Delphine Chatrian, je l'ai vu, elle est revenue du Parvis des Filles. Clément Valentin est en vacances, donne pouvoir Bruno Valentin. Vanessa Tournier, elle est là. André Timjo, qui a failli pas être là. Excuse-moi, Jean-Pierre Morin. Rémi Klein, il n'a pas donné de pouvoir, Rémi. Bon, on va lui tirer les oreilles. Donc absent. Aurélie Navenant, Maurice Sadzo, Céline Sicoli, Romain Bonnet, absent excusé de pouvoir à Jean-Yves Demelin, Anne-Marie Fontaine, Patrick Amadei, Véronique Vizet, Ludovic Pichon, Liliane Duval, pardon. Elle te donne pouvoir à Véronique Vizet, ouais. Taoufik Douce est absent, il donne pouvoir à Alain Roger. Lisa Grosset qui est à côté. Ludivine Bianchine donne pouvoir à Jean Fontaine. René Trachet-Giquel qui est revenu, elle est là, avec des douceurs. Bruno Valentin. Fabrice Papette, donc il a donné pouvoir ou pas? Non. Bon, absent pour le moment. Fabrice Dugerdil, Véronique Romy, donc elle a décliné ou pas? Non, absente. Ok. Patrice Atrus, donc qui est là pour l'équipe participation. Bonsoir. Marie-Charlotte Aubry donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. Donc, comme je vous le disais, c'est le Patrice Atrus donc, qui a accepté de siéger dans le groupe de participation. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Donc, je vous installe officiellement en tant que conseiller municipal autour de cette table. Donc, voilà. Donc, il nous manque encore une réponse. Hein, c'est ça? Oui, une dernière. Une dernière réponse sur le groupe d'opposition. Très bien. OK. Alors, secrétaire de séance, c'est Jean Fontaine qui a la joie de remplir cette mission. On va passer à la première délibération, donc le compte-rendu du dernier conseil, celui du 28 septembre. Est-ce qu'il y avait des remarques, des corrections? Jacques? Ah, on t'entend pas, vas-y. Ouais, c'est bon. Une petite correction, juste sur ma question avec Marie-Charlotte. Oui. Juste pour pas qu'il y ait quiproquo. Mettre indépendant ou question supprimer participation. D'accord. Merci. Compris, c'est bon, Sandra? Très bien. Merci, Jacques. Autre question, autre remarque? Non, c'est bon pour tout le monde? Très bien. Écoutez, adopté à l'unanimité. Alors, délibération numéro 2, c'est les finances. C'est Alain, c'est une décision modificative au niveau du budget. Alain. Oui, bonsoir. Donc, cette décision modificative fait suite au dernier conseil municipal pour lequel il y a eu une délibération pour acter le remboursement de trop perçus auprès d'abonnés concernant l'assainissement. Il se trouve que les budgets prévus, les crédits prévus sur cette rubrique-là ont été, j'irais, un peu sous-dimensionnés par rapport aux prévisions qui nous avaient été données par la trésorerie. Donc il faut abonder le compte 67 673 de 1310 €. Voilà, donc c'est l'objet de cette modification, demande de modification. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, deuxième DM qui concerne le budget de Plenjou. Le budget de Plenjou. Là, c'est quelque chose de mathématique et d'automatique. Depuis qu'on est passé après en M57, on a pour le budget principal et pour le budget de Plenjou, c'est à peu près les mêmes principes. On doit amortir dès que on met en place, on commence les travaux pour les investissements. Donc en fonction des montants investis. Alors on amortit aussi bien les dépenses, mais on amortit aussi les recettes de subventions. Et là, c'est ce qui concerne le budget de Plenjou par rapport à la subvention qui avait été qui est à hauteur de 2 291 000 euros. Donc il y avait un montant supérieur à amortir par rapport à la prévision initiale de 43 750 euros. Donc vous voyez, en termes d'écriture, ça apparaît aussi bien dans le budget de fonctionnement en dépenses et en augmentation, et en investissement, ça apparaît en augmentation de dépenses et en augmentation de recettes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste de la régularisation au niveau des amortissements. Peut-être dire ce qu'est la M57, les normes comptables. Oui, les normes, c'est les nouvelles normes comptables, mais bon, qui impactent pour le budget principal. Mais on a sur le budget de Plenjou, qui est un budget annexe, qui n'est pas tout à fait le même plan comptable, mais on a les mêmes mécanismes. Voilà, des normes comptables qui se rapprochent un peu de ce qu'on voit dans le secteur privé, avec l'amortissement tout de suite, voilà. Ce qui n'était pas le cas avant dans le public. Ce qui nous amènera normalement, après, de modifier aussi notre mode de fonctionnement en termes d'approbation des comptes, et d'avoir qu'un document unique financier, et ne plus avoir le compte administratif de la commune et le compte de gestion de la trésorerie. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Un contre? Ouais. Des abstentions? Adopté à la majorité. Merci. Merci Alain. Allez, une délibération récurrente en ces périodes automnales, André Timjot, par rapport à l'ouverture dominicale des commerces sur la commune de Passy pour l'année 2024. Voilà. Bonsoir. Alors, il s'agit d'une demande qui intervient chaque année. Les commerces ont droit à une ouverture dominicale dans la limite de 12 par année civile. La décision du maire est requise si ce nombre excède 5. Et il s'agit dans notre commune des commerces non alimentaires, puisque ceux-ci ont le droit d'ouvrir le dimanche matin. Donc l'avis du conseil municipal puis du conseil communautaire est demandé pour les dates suivantes. Il s'agit du 11 et 18 février 2024, des 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, et 15, 22 et 29 septembre. Décembre. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques, j'allais te passer la parole, même si tu n'avais pas levé la main. Vas-y. Je tiens à m'exprimer de nouveau mon opposition à l'extension des jours d'ouverture dominicale des commerces, que ce soit dans notre commune ou au pays du Mont-Blanc. Certains pourraient arguer que notre zone est fortement touristique, mais lorsque vous planifiez vos vacances, notre priorité se porte souvent sur les centres d'intérêt culturel, sportif et loisirs, et plutôt que sur les jours d'ouverture des commerces. D'autres pourraient répliquer que les employés travaillent volontairement ces jours-là, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent contraints par des salaires modestes et par une pression indue. Ces ouvertures engendrent de la fatigue, du stress et une diminution de la qualité de la vie. Notamment
lorsque ces employés n'ont plus la possibilité de passer du temps en famille. Le dimanche a un rôle social essentiel, offrant aux familles l'occasion de se retrouver en ces moments qu'il faut préserver plutôt que de les pousser à la surconsommation ou au détriment du lien social. De plus, si l'ouverture il serait judicieux d'imposer que les directeurs et les managers soient présents ces jours-là, plutôt que de déléguer la tâche à une catégorie d'employés. Il est crucial de reconnaître que l'extension des horaires d'ouverture bénéficie surtout aux grandes chaînes, qui ont plus de ressources pour rester ouverts et non pas nos petits commerces. Il est impératif de soutenir nos petits commerces à Passy et sur nos territoires du Pays du Mont-Blanc pour maintenir nos centres dynamiques et attractifs. Merci. Oui, alors, Jacques. je voulais rappeler qu'il s'agit des commerces non alimentaires, hein, et ça concerne surtout Quéchoir, en fait, et les petits commerces de souvenirs et autres commerces de sport qui sont ouverts le dimanche. Alors j'ai aussi une question, parce que si on dit que c'est Quéchois, ils ont déjà anticipé des jours fériés, parce qu'ils ont déjà fait leur planning, et je vois qu'il y a une date qui est marquée le 25 février, mais qui n'est pas marquée sur la délib de ce soir. Tu dis une date qui a été... qui est déjà marquée sur leur planning. D'ouverture. Oui, un dimanche 25. Vous n'avez ben, qu'à se mettre sur le site. Ils seront obligés de se mettre en conformité avec la décision. Parce que là, il y a les 12 dates, là, hein, on est d'accord? Oui. Ouais, donc on ne peut pas aller au-delà. Donc, Oui. hein. Mais tu as eu raison de vérifier. Après, bon, pour parler du même groupe, on s'est retrouvé déjà devant des magasins qui devaient soi-disant être ouverts à un certain moment en vacances, et puis on était tous devant la porte, c'était fermé, sur le site c'était marqué ouvert. Bon, il faut faire attention à ce qui est annoncé, la réalité, la preuve, on en parlait encore de communication tout à l'heure, personne n'est parfait. De plus, quand on ouvre des magasins comme ça, généralement voilà, on facilite le pressing dynamique. Ah, je vois qu'on ne voit pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'un coup d'ouverture le dimanche, il n'est pas rentable pour une société, pour un gros groupe. Donc on répercute les 15% en semaine. Et qui c'est qui est défavorisé? C'est toujours le consommateur. Alors ça dépend. Sur les périodes de Noël, sur les jours de fête, c'est un peu différent, parce que on sait très bien que sur ces week-ends-là, on parlait du 24 et du 31 notamment, bon, c'est quand même des gros jours de commerce. Bon, moi, je l'ai un peu vécu aussi. Il y a un flux qui est énorme, ce qui peut se comprendre. Alors, sur le fond, on a déjà eu cette discussion. Moi, je partage aussi avec toi. Aujourd'hui, en général, les études qui sont faites, il n'y a pas d'augmentation du chiffre d'affaires global avec les ouvertures. Bon, il y a des pays encore plus libéraux qui ouvrent même jusqu'à minuit, toute la nuit. Bon, ça ne change pas forcément le volume de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est effectivement dans un territoire touristique. Comme tu le disais, des fois, les employés peuvent avoir un peu la pression, même indirecte, parce qu'effectivement, les salaires ne sont pas forcément très élevés. Je rappelle quand même que sur les jours fériés et sur les dimanches, notamment, grande distribution de mémoire, c'est 100%. Hein. Donc, c'est payé double. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut quand même permettre à certaines catégories de personnes de compléter un peu les revenus. Bon, encore une fois, non, théoriquement, c'est sur la base du volontariat. Et puis, le point que tu as soulevé, mais là, la commune, elle ne peut rien faire. Après, on peut s'en mettre à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la RSE. Et puis, notamment, le groupe dont on a parlé, qui se veut assez en pointe sur le sujet, au niveau de l'encadrement, je trouve que c'est une bonne proposition. Donc, si ils entendent le message, on fait appel à leur écoute et puis voir ce qu'ils peuvent nous proposer en face, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Jacques. Je peux rappeler que les commerces peuvent ouvrir le dimanche, puisqu'il y en a déjà, mais sans personnel. Puisque déjà, si on parle du même groupe, ils ont déjà plus qu'une personne en caisse. Donc, c'est à nous de faire notre encaissement. Donc, s'ils veulent ouvrir, ils font comme il y a quelques magasins qui sont ouverts le dimanche dans le Pays du Mont-Blanc, mais sans personnel. Donc, ils peuvent le faire aussi. Ouais. Bon, après, en termes de qualité d'accueil, c'est pas forcément idéal. Je ne sais pas si c'est quelque chose de duplicable sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais bon. C'est une proposition qui s'entend tout à fait. Hein. Moi,
Tu sais très bien qu'on a le débat chaque année à ce sujet-là et que voilà. Mais bon, c'est une demande. Alors ça concerne une enseigne, hein, comme le disait, enfin une enseigne en particulier, hein, Oui. comme le disait André. Les régimes sont un peu différents sur les autres secteurs d'activité. Pas de complément, c'est bon, Jacques? Tu as dit ce que tu avais à dire. Alors, qui est contre? Tout seul, t'as pas Marie-Charlotte? Ok. Qui s'abstient? Donc, adopté à la majorité. Merci André. Allez, Alors, une seconde délibération concernant, là, alors pour le coup, c'est le secteur alimentaire, mais de gros. voilà, Ça. alors ça concerne une dérogation pour l'ouverture de la société Métro, mais là, c'est pas pour 2024, hein, c'est pour la fin d'année 2023. Et il s'agit d'une demande exceptionnelle d'ouverture les dimanches 24 et 31 décembre 2023, du fait qu'il s'agit de jours de réveillon, en fait. Et cette demande doit permettre à ses clients professionnels ces jours de forte affluence de s'adapter au plus près des besoins en produits périssables. Bon, théoriquement, en améliorant la fraîcheur des produits pour le soir du réveillon, en permettant l'accueil de dernière minute de la part de leurs clients restaurateurs, qui adaptent jusqu'à la dernière minute le nombre de clients qu'ils ont et en évitant le gaspillage alimentaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vas-y Jacques. Je ne change pas d'opinion. Je suis contre pour plusieurs raisons. Comme vous l'avez rappelé, M. Timjo, Métro est un commerce de gros, avec des clients professionnels. Je tiens à rappeler que cette société a une amplitude horaire de 6 h du matin à 19 h, du lundi au vendredi, et le samedi de 6 h à 18 h, soit un total de 77 heures d'ouverture par semaine. En plus, ils ont un service de livraison. Lorsqu'on se dit professionnel ou artisan, on anticipe ses besoins et on ne fait pas les achats à la dernière minute, surtout en cette période de fête. Pour les dimanches 24 et 31, je réitère mon opposition. Vous souhaitez faire travailler les salariés deux dimanches, alors que le 17 mai 2023, 70% des salariés de cette entreprise étaient en grève contre l'ouverture le samedi après-midi. Laissez nos administrés profiter de leur famille. Très bien, merci Jacques. Est-ce qu'il y a une réponse? Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de 18 heures. Il s'agit de... beaucoup plus tôt, c'est... pour la fermeture de mémoire, pour l'ouverture de ces deux jours-là, ça doit être... 6 h à 13 h. Oui, 13 heures. 6 h à 13 h, c'est le matin. Donc, uniquement le matin. Puis, une réponse, alors, tu as parlé de professionnel, je l'ai été, moi, et c'est vrai que le fait de pouvoir aller à Métro le jour même permet de satisfaire les clients du réveillon, quoi. Il y a certaines choses qui sont difficilement prévisibles, ne serait-ce que 48 heures avant. Là, on parle de non-professionnels. Les professionnels, ils ont déjà tout anticipé. Non, mais je parle de professionnels. Oui, mais celui qui va faire les courses, c'est pas un professionnel. Il a autre chose à faire ce jour-là que d'aller faire les courses. Ah, non, il va faire les courses. C'est le cuisinier, quelquefois, qui va faire les courses. Bon, là, effectivement, l'ouverture, c'est pas toute la journée, on est d'accord. Bon, il y a effectivement l'histoire de la fraîcheur qui peut être un argument qui peut s'entendre, mais bon. Bon, donc Jacques est contre. Bon, qui est contre? Fabrice. Il faut appuyer longtemps. Voilà. C'était juste savoir, puisqu'on avait déjà accepté qu'il soit ouvert les 24 et 31, pourquoi Métro est obligé de faire une demande spécifique? Non. Non.
C'est 2023. Non, mais ça concernait les commerces de détail, là. Ça, c'est les commerces Lui, c'est de du gros. commerce de gros. Il faut savoir que le commerce de gros, en plus, ils n'ont pas la même fiscalité professionnelle. Je le dis quand même au passage, pour la commune, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc ça fait partie des aménagements de la loi qu'on c'est passé un peu à travers les gouttes, mais nous, ça nous satisfait pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions là-dessus? Non? C'est bon? Tu mets au vote? Alors, qui est contre? Donc Jacques. Qui s'abstient? Trois abstentions. C'est bien. Ok. Donc, adopté à la majorité. Belguine, tu as préparé le... Ouais. Allez, on va parler d'un vieux dossier qu'on a remis sur le devant de la scène parce que depuis la création du collège, ça n'avait pas été régularisé. Non, je parle tant que tu allumes le micro. Donc le collège créé en 78 ou 79 et le foncier appartenait toujours à la commune. Donc c'est bon, ça marche. Donc comme il y a les travaux de modernisation du collège et puis la création de la future gare routière, on a souhaité remettre en place, de rendre cohérent l'occupation du domaine public au niveau du collège. Et puis justement, après, on repassera sur la partie gare routière dans un deuxième temps. Alors, Belguine, vas-y. Si vous vous souvenez bien, cette délibération a été adoptée le mois dernier. Il manquait juste, donc on disait 18 300 mètres carrés qui étaient cédés, donc rétrocédés au département par rapport au bâtiment du collège. Et en fait, il y a une petite erreur, c'est 18 330 mètres carrés. Donc voilà, 30 mètres carrés, c'est important. Donc voilà, monsieur le maire a déjà retracé l'historique. C'est juste une régularisation de l'emprise du collège, du périmètre du collège sur un terrain communal et ça fait 40 ans que ça dure. Donc voilà. Est-ce que vous aviez des questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité. Merci. Merci Belguine. Délibération numéro 7. On va passer sur une convention de droit d'usage pour le CIAN. Jean, allume ton micro. Je fais deux choses à la fois. Là. Donc, convention, pour le droit d'usage du CIAN, c'est un peu comme très souvent on en passe. C'est le CIAN se met à jour avec la fibre. Donc il va y avoir un survol d'une propriété communale sur le chemin des Bouets pour vous situer, parce que là, dans la délibération, on marque la parcelle cadastrée N3038. Donc c'est une parcelle qui est donc sur le chemin des Bouets. Pour la situer, elle est à l'endroit aux alentours du petit pont où il y a le petit pont dans le grand virage avant l'arrivée à Maffray. Voilà, donc il y a la pointe près de l'ouvrage qui va être traversée et survolée par la fibre. Donc je vous propose d'approuver la convention d'usage de cette parcelle. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et délibération numéro 8, c'est encore une servitude. Par contre, on parlait de la zone dite ex-démouille et future de l'Arve. Donc, le vrai nom qu'on lui donne, c'est zone de l'Arve. Voilà. Après un grand débat dans l'équipe. Voilà. Donc, ça fera plaisir au président. Voilà, au président. Ça fera plaisir au président, au vice-président du SM3A, parce qu'on ne cite pas beaucoup l'Arve dans les territoires. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté le président Forel. Bon, donc... Ici, il s'agit de la constitution de 2 conventions de servitude au profit de la mise à disposition d'Enedis pour donc cette fameuse parcelle dans les Mouilles, au lieu dit les Mouilles, pour la zone de l'Arve. Donc une première délibération, elles sont relativement similaires l'une et l'autre. C'est pour le passage sur une parcelle. Et puis la deuxième convention, c'est comme ça qu'il présente les choses sur un numéro de parcelle différent, et puis une annexe pour l'alimentation des 2 postes de transfo qui sont dans le giratoire, si vous suivez les deux plans qui sont là. Alors la petite différence dans ce style de convention, c'est qu'il y a plein d'attendus, bien entendu. C'est des conventions certes types, mais que
Pour cela, Enedis donne une indemnité unique et forfaitaire royale de 164 € pour la première parcelle, de 440 € pour la deuxième parcelle et de 2000 € pour le poste de transformation. C'est une convention qui est dédommagée. Y a-t-il des questions? Oui, comment ça se fait que cette convention n'a pas été faite avant que les travaux commencent? Eh ben, c'est la réglementation Enedis qui, tant qu'il n'y a pas de projet fixé, tant qu'il n'y a pas de dépôt de permis de construire, je pense au permis de l'hôtel, ne refuse de travailler sur la puissance à alimenter la puissance du transfo. Donc, on peut déterminer le tracé que l'on veut. Eux ne travaillent absolument pas tant qu'il n'y a pas le permis déposé. C'est-à-dire que là, on a réussi à leur faire accepter une certaine puissance parce qu'il y a 2 parcelles qui ne sont pas encore attribuées. On a eu la chance que c'est le même groupe qui va proposer 2 hôtels différents, donc on a pu faire évaluer la puissance nécessaire pour ces hôtels et faire une estimation pour les 2 parcelles. Donc là, on a pu faire travailler Enedis et Enedis a accepté de faire cette convention. Mais c'est eux qui sont maîtres dans la demande. On peut pas faire du travail prévisionnel avec eux dans ce genre-là. Puis après, il y a le délai de livraison aussi Voilà. des infrastructures. C'est quand même Donc, assez conséquent. On a quand même anticipé, c'est qu'il y a une partie qui a été faite quand même, la pose des transfos et tout ça, parce que le délai pour avoir un transfo, il est plus proche des 10 mois que des 15 jours. Et puis, vous avez pu remarquer qu'on a mis Enedis, toujours lui, maître du jeu, nous a pas mis les 2 mêmes transfos. Ils ont une petite esthétique différente. Ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc, il reste à faire, par contre, la tranchée et la pose du réseau de 400 volts, si ma mémoire est bonne. Il y a monsieur 100 000 volts qui veut intervenir. Ah non. Non, j'ai pas cette tension-là. La 100 tension 000 va volts. bien. Il n'a pas la cravate à poids. Non, mais on a aussi le projet, c'est plus que le projet, puisqu'on rentre dans la phase opérationnelle pour les panneaux photovoltaïques des tennis. Qui commence lundi. Et je m'étonne, comme on va avoir un transfo spécifique, je m'étonne qu'on ne fasse pas part de ce raccordement 20 000 sur ce tracé-là. Enfin, tu le sais, c'est un transfo qui va être... Le transfo, dans la dernière délib, on ne l'avait pas fait, dans le dernier conseil, on n'avait pas... Il y a un transfo de raccordement qui va être mis au pied du tennis. Il semble qu'on a délibéré pendant que tu n'étais pas là. On a délibéré pour celui-là. C'est un transfo d'intégration. Je ne t'apprends pas, puisque c'était... Voilà, mais de mémoire, on l'a passé pendant que tu n'étais pas là pour le transfo. Et puisque tu poses la question, le photovoltaïque sur les tennis attaque cette semaine ou au début de semaine prochaine. De toute façon, moi j'étais là. Il y a une autre convention alors. Je pense, ouais. Parce que de toute façon, on l'avait vu avec eux sur le chantier quand il y avait la question de ces transferts. Ouais. Parce que c'est dommage de refaire encore. Voilà. Bon, ce qui est important... Ils saucissonnent un peu leur convention. C'est comme là, ils nous proposent 2 conventions en une, quoi. Bon, ce qui est important, c'est que par rapport aux panneaux photovoltaïques sur le tennis, donc là, c'est 1000 m² qu'on installe à peu près, avec une autoconsommation qui sera importante, autoconsommation pour la commune, parce que la réglementation a évolué, on l'avait déjà précisé. Donc autoconsommation de 65 à 68%, et aujourd'hui on peut alimenter des bâtiments communaux dans un périmètre de 10 km, c'est très récent. C'est tombé fin septembre, on en parlait avec le CIRN il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que la commune peut alimenter des bâtiments dans ce périmètre-là, donc on va déjà assez loin. Donc c'est un vrai plus en termes de facture énergétique. Et comme on l'avait présenté, on le fera pour les réunions publiques à venir, l'amortissement c'est sur 15 ans, avant que les questions soient posées, donc dans 15 ans. Allez, on vote cette délib là. Dans des questions, à part celle-là. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Jean. Allez, on passe à l'acquisition foncière avec Belguine.
Donc, les consorts Chambel qui se sont manifestés pour nous vendre des parcelles qui leur appartiennent, qui sont en zone naturelle ou agricole au niveau du PLU. Et ils ont 18 parcelles qui représentent 10 586 mètres carrés. On leur a fait une offre à 80 centimes le mètre carré qu'ils ont accepté. Donc, voilà, donc on vous propose donc d'approuver cette acquisition des 18 parcelles pour un montant total de 8 468,80 €. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait partie de notre politique. Hein. On fait beaucoup d'acquisitions de même nature par rapport aux zones naturelles et aux zones agricoles, par rapport à notre volonté de maintenir l'agriculture aussi sur le territoire. Pas de questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Et l'autre question foncière qui n'a rien à voir, pour l'occupation, pour les points d'apport volontaires. Donc, il y a pour l'implantation de points d'apport volontaires, donc c'est des conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour les ordures ménagères, et le tri. L'implantation serait au niveau de Martel-de-Janville et le terrain appartient en fait au conseil départemental de Haute-Savoie. L'emprise qu'on prendrait sur le terrain du département est de 80 mètres carrés. Et pour ce faire, on a besoin de conventionner avec le département qui nous donne une autorisation d'occuper ces 80 mètres carrés sur leur domaine pour pouvoir implanter ces conteneurs, et ce, à titre gratuit, pour 5 ans, renouvelable une fois. Donc, en tout et pour tout, pour au moins 10 ans. Ces conteneurs seront évidemment entretenus et le fonctionnement sera assuré par la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de leurs compétences. Je vais compléter un peu, si oui, tu veux. Donc, en termes, bon, vous les voyez tous, ces containers, c'est les containers qui, le travail par rapport à ta phrase, ils sont déjà mis en place. Voilà, c'est une convention qui nous revient, alors qu'on n'est pas propriétaire de ça. Donc, on a mis en relation donc, la collectivité comme CCPMB et avec le département, ils se sont mis d'accord. Et puis, les travaux ont donc été faits et ils permettent de soulager ce que vous avez entendu souvent autour de la table, la propreté qu'il y avait autour de ce quartier, du bâtiment qui est en face, ou ce qu'on appelle la boulangerie de Martel, là-haut, et où c'était absolument immonde, les déchets qui étaient entreposés sur les colonnes verticales, on les a remplacés. Donc maintenant, il semble que depuis que ça soit posé, il y a un peu plus de civisme et que ça soit tenu à peu près propre. Oui, voilà. Donc c'est une régule. Hein, donc... C'est une régule. Hein. Voilà, ok. Est-ce que vous êtes... Oui, une petite question. Oui. C'est renouvelable qu'une fois par tacite reconduction, mais c'est renouvelable... Non, quand on est dans des conventions d'occupation précaire, c'est à terme échu, donc il faudra renégocier dans 10 ans avec le département. Ça sera possible de continuer. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de raison que ça continue pas, mais comme c'est du domaine public, on peut pas. On est obligé de faire des conventions d'occupation précaire avec un terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Merci. Merci Belguine. Alors, délibération numéro 11 qui concerne la signature d'un bail à construction pour l'implantation du télésiège avec les consorts de Villas, Tavernier, Gassner. Donc, je l'ai détaillé tout à l'heure dans les questions du public. Donc, à la demande des propriétaires qui ne souhaitaient pas vendre, on a décidé, et à suite à la volonté de négocier de la commune, et pas de passer avec une déclaration d'utilité publique, on a décidé de négocier donc un bail à construire et d'apporter des garanties à ces familles qui, comme je disais tout à l'heure, ont été un peu échaudées dans le passé. Donc une durée de 99 ans, sans indemnisation financière, mais avec des conditions d'une part et des compensations d'autre part.
des conditions notamment liées au défrichement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vous avez le plan avec l'ensemble des parcelles. On a été obligé de défricher pour faire le layon du télésiège notamment. Donc on s'est occupé de la gestion de la coupe de bois et de leur apporter le plus de facilité par rapport à la vente de ces bois, par exemple. Donc des compensations par rapport aux travaux sur leurs parcelles. Il y avait effectivement historiquement le chemin qui était mappé et qui passait entre les chalets. Bon, leur demande était effectivement de modifier ce tracé, qui était logique. À l'époque, on n'était pas dans une approche loisir de la montagne, mais plutôt fonctionnelle. Et bien entendu, il n'était pas question de laisser les gens passer entre leurs chalets sur leurs parcelles. Donc ça tombait bien, parce qu'on avait besoin de créer un nouveau chemin sur la piste bleue pour que les engins de chantier accèdent au sommet du futur télésiège. Donc on va dire qu'on satisfaisait facilement leur demande. Voilà, il y en a d'autres. Donc les forêts, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des réseaux, effectivement. Aujourd'hui, le bassin de Barmu, que tout le monde connaît, à côté des tables qui ont été installées par la commune, il bénéficie du trop-plein de leur réservoir. Donc dans le cadre des travaux, il va falloir bouger les réseaux. Et on a proposé, bien entendu, de les remettre en état, mais de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus pérennes que ça n'est aujourd'hui. Bon, voilà, ça fait partie des discussions qu'on a eues avec eux. On a une partie de revégétalisation aussi d'une partie des terrains qui étaient des chemins qui étaient chez eux. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces dispositions qui sont dans le bail à construire qu'on vous propose de voter ce soir. Comme je le disais tout à l'heure, donc la raison pour laquelle on n'a pas pu terminer le télésiège pour cette saison d'hiver, c'est la fenêtre qui nous était donnée, autorisée pour faire les travaux sur la partie, donc la gare d'arrivée au niveau de Barmu par rapport aux espèces protégées, arrêté préfectoral qui a été délivré, qui était une des conditions, il n'y a pas que celle-là, mais une des conditions pour réaliser les chantiers. Il y avait d'autres conditions par rapport au survol des zones en réserve naturelle. Alors, apparemment, on n'aurait pas forcément besoin de l'hélicoptère, d'après ce que j'ai pu voir dans les derniers comptes rendus, notamment pour le démontage. Mais des conditions sur l'utilisation des pistes de descente, des téléskis qu'on souhaite maintenir en piste. Contrairement à un peu ce qui était proposé par les services de l'État, on a souhaité les maintenir en piste, mais avec un damage raisonné, donc on s'est engagé, avec un damage qui sera effectué en début de saison, et pas quotidien, en fonction des conditions climatiques également, et puis avec de l'éco-pâturage pour l'été, voilà, pour éviter le fauchage mécanique, qui est une ineptie. En plus, on a la chance d'avoir un agriculteur sur le secteur, donc autant faire d'une pierre deux coups. Voilà, donc il y a ces engagements qui ont été pris auprès des services de l'État et qui ont été validés et qui sont dans un arrêté préfectoral, enfin dans 2 arrêtés préfectoraux pour être précis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on s'est dit? Fabrice. Alors, pas tellement sur le téléski, puisque le télésiège, je m'étais déjà exprimé le mois dernier. Par contre, sur Varan, il n'y a pas eu beaucoup d'alpage cette année. Et du coup, les herbes sont très hautes. Et donc, il risque d'y avoir il y aura de forts risques d'avalanche du fait de l'épaisseur de l'herbe. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être prévu pour anticiper ça? Non. Alors sur Varan, en fait, Christelle Rebel est absente, mais elle est en négociation avec un couple qui veut se rétablir sur le secteur Varan-Cural. Donc c'est un beau projet, c'est intéressant, c'est des jeunes agriculteurs. Donc là, je pense que le secteur sera pâturé l'année prochaine. Alors, on a un occupant de Varan là, on verra, on discutera avec lui tout à l'heure, parce que dans le public, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, mais autour du verre de l'amitié, il pourra peut-être nous en dire plus, Daniel, tout à l'heure, mais en tout cas, voilà. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment que la montagne soit occupée par les troupeaux et puis que les agriculteurs puissent faire des choses intéressantes. Donc, dans l'immédiat, non, on ne va pas faucher l'herbe là-haut, ça c'est sûr que non. Après, bon, j'ai pas, en termes d'auteur d'herbe, par rapport au risque avalanche, bon, connaissant un peu le secteur, puis en ayant skié quand même en rando là-haut, oui, c'est avalancheux, sur l'arête des pins notamment, vaut mieux utiliser l'arête que de passer en plein milieu. La hauteur d'herbe, elle n'a pas une grosse influence sur la capacité de glissement du manteau neigeux. Bon. Il vaut mieux avoir une végétation basse avec des arbustes et des points d'ancrage assez forts sur les côtés en général. Bon, je regarde mes collègues randonneurs, je ne suis pas certain qu'on ait plus de risques avec une herbe assez haute. De toute façon, avec la masse de neige, elle est forcément couchée à un moment ou à un autre. Ouais, bon. Ouais, bon, là, à un certain niveau de pente, quand tu es au-delà de 30 degrés, là, il n'y a plus rien qui tient. Donc, à part l'ancrage rocher, à part l'ancrage avec de la végétation basse. Mais c'est une bonne question. Bon, tu poseras la question, on en reparlera avec Christelle quand elle reviendra, puis elle pourra te le dire. Mais en tout cas, pour l'automne, il n'y a rien de prévu.
D'autres questions sur le télésiège, Jacques? Moi, juste pour info, je voulais juste savoir pourquoi on a pris la fourchette la plus haute, 99, alors qu'on peut aller de 18 à 99 ans pour le... C'est simple, parce que c'est dans un bail amphithéotique, Ouais. c'est justement une longue durée. 99 ans, d'ici là, bon, il n'y a pas de mystère, il y aura plus grand monde autour de la table pour vérifier ce qui va se passer, ça sera nos successeurs. Voilà. En termes d'amortissement du télésiège, c'est 25 ans, hein, mais bon, c'est quand même plus de 4 millions d'euros d'investissement, donc on a besoin d'avoir un peu de visibilité. La commune restera bien entendu propriétaire de l'ouvrage, et si des montages il y a avant, c'est possible. 99 ans, en termes de technologie, je pense qu'on aura largement évolué d'ici là. Ça sera à la charge de la commune. Voilà. Mais donc c'est l'objet des baux amphithéotiques pour sécuriser l'investissement d'une manière générale. Voilà. Allez, vas-y. Et bon, j'ai lu un petit peu tout le truc, c'était un peu long. Dans les compensations, après, il n'y a plus de redevance pendant... Il n'y a pas de redevance, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le bail à construire, il n'y a pas de redevance financière. Aujourd'hui, la loi, le Code du tourisme, est assez large là-dessus et n'impose pas de compensation financière. Il y a quelques stations, j'ai cru comprendre qu'ils le faisaient, mais c'était des montants dérisoires, notamment la station de Flaine avec la commune de Passy. Donc c'est ce qu'on est en train de négocier et de se préparer pour l'avenir, qui va s'arrêter en 2025 avec la fin de la délégation de service public pour Flaine. Donc voilà, donc nous on s'engage sur un montant de travaux, hein, et comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport à ce qui est imposé aux propriétaires, hein, les conditions et puis les compensations font partie de la négociation. D'autres questions? Non, c'est bon? Pas de questions? Je mets au vote. Donc voilà, la demande que vous avez formulée par rapport au fait de me donner l'autorisation de signer ce bail à construire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Fabrice, tout seul? Des abstentions? Merci. Votez à la majorité. Alors, délibération numéro 12. Elle concerne la partie ressources humaines. On en a parlé tout à l'heure en début de séance pour Passy Petit. Jean-Yves. C'est pas Passy Petit. Avant de passer à la délibération, aux délibérations des ressources humaines, je resterai sur le télésiège, si vous voulez bien. C'est juste pour préciser que nous maintenons tout de même la station de Plaine-Joux ouverte pendant la saison et que nous avons mis tous les moyens sur le téléski du Tour parce qu'on avait anticipé, donc ils seront en service et on conservera bien sûr la vocation familiale pour permettre aux débutants aussi de skier en utilisant le téléski du Tour, parce qu'il aura été mis en place, pour une raison de sécurité, un lâcher de perche au niveau de Barmu. Donc ceci va permettre à tous les enfants, ou débutants plutôt, de continuer à skier à Plaine-Joux. Voilà, c'était une précision que je voulais apporter. Donc je passe. Moi, je l'ai faite en début de séance, hein, dans les questions du public, mais comme ça, moi, elle est passée 2 fois, donc tout le monde est au courant. Vas-y, Jean-Yves. C'est la mauvaise oreille. Donc, ouverture de la station de mémoire, c'est le 23 décembre officiellement, et puis une semaine avant, si les conditions d'enneigement le permettent. Allez, vas-y. Création d'emplois non permanents dans le cadre d'un besoin lié à des accroissements temporaires d'activité. Donc, il est précisé que la création d'emplois suivants résulte de la nécessité de recruter des agents pour pallier à des absences répétitives ne permettant plus d'assurer la continuité du service. Donc, ce sont des emplois non permanents, hein, pour un contrat, enfin une durée de 6 mois. Donc, il convient de créer des postes. Donc, au sein du service infrastructure, travaux et environnement. Donc, c'est un agent des services techniques qui est dans un métier de tension, qui après une intervention chirurgicale se trouve en maladie et donc pourrait être absent pour une longue durée. Donc, c'est pour le service infrastructure, travaux et environnement. Ensuite, le deuxième poste non permanent également, donc au sein du service affaires culturelles. Alors, celui-ci va être modifié, puisque depuis peu, on avait refait un recrutement. On attendait ce poste, et on avait prévu ce délib, parce qu'on attendait le recrutement, et finalement, on a pu le faire. On a reçu la personne qui sera donc régisseur principal au Parvis des Fils. Donc, ce poste-là, non permanent, n'est plus à retenir. Donc, il y aura une modif à apporter
sur la délibération, M. K. Et de plus, il y avait également un agent qui était en maladie, c'est peut-être celui-ci. Oui, c'est voilà. celui-ci. Donc on a le CDG qui lui a fait une reprise de travail. D'accord. Le centre de gestion. Centre de gestion 74, donc Haute-Savoie. Voilà. Ensuite, deuxième poste, du coup, celui-ci qui sera retenu, au sein du service éducation jeunesse. Donc un poste non permanent d'animateur de garderie scolaire. Donc là, c'est malheureusement un agent qui est avec une pathologie lourde et qui part normalement pour malheureusement une prévision d'une longue maladie. Pour ces 3 postes-là, enfin 2 postes finalement, avez-vous des questions? Alors, c'est plus à titre personnel par rapport au Salon des vins organisé par Ski Club. Il n'y a personne aujourd'hui, donc il n'y a pas de régisseur au Parvis des filles. Il devrait être embauché quand? Donc il arrive, il a un préavis, il est actuellement en poste, donc il a un préavis de 3 mois, donc il arrivera début janvier. Ceci dit, pour les organisations là, à venir, Salon des vins et marché de Noël, on a fait appel à des volontaires au sein des services de la mairie, et donc là on a eu quelques réponses, voilà, positives. Volontaire dit des agents qui seront payés en heures supplémentaires. Et on les remercie d'avoir accepté. Oui, parce que nous, on nous a demandé de prendre des bénévoles pour le faire. On nous a bloqué 3 jours pour qu'on le fasse nous, le montage des stands. Oui, c'est différent, ça. Oui, en effet. Oui, mais en plus, voilà, C'est parti. D'autres questions? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Allez, vas-y. Création d'emplois d'agents recenseurs supplémentaires. Compte tenu du nombre d'adresses concernées par les campagnes de recensement de l'INSEE, l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, préconise que les opérations de recensement sur la commune de Passy sont menées par 3 agents. Donc aujourd'hui, nous avons 2 agents recrutés pour des missions de recensement et il faut donc renforcer par un agent supplémentaire. Je précise que ce sont des emplois non permanents et que ces agents se rémunéreraient à la mission en fonction de la durée de l'opération de recensement. Avez-vous des questions? Non, merci. Le conseil municipal est invité à voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Bon, c'est important le recensement hein, parce que ça permet de consolider les données des collectivités, des communes. Et puis de cela découle quand même pas mal d'éléments intéressants, techniques, mais aussi financiers pour les collectivités, notamment au niveau des dotations qui sont délivrées par l'État. Et puis une commune comme Passy, elle est quand même très étendue, comme vous le savez tous. C'est un travail qui est harassant. Qui demande beaucoup de disponibilité, de faire face aussi aux problématiques d'adresse, de présence, de mauvaise humeur, des fois de mauvais accueil. C'est pas la majorité des cas, mais il faut quand même le dire. Et surtout préciser que les habitants ont l'obligation de répondre. C'est une obligation. Donc l'année dernière, on a dû faire plusieurs courriers de rappel à des gens qui ne souhaitaient pas répondre, surtout que c'est pas très long. Mais ça fait partie des droits et devoirs aussi dans une république comme la nôtre. Donc on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs et ça en fait partie. On peut même aller jusqu'à une amende hein, si les personnes ne souhaitent pas obtempérer délibérément. Donc ça serait dommage d'en arriver là, mais c'est quand même important de le signaler. Et on invite chaque habitant à participer et à donner un tout petit peu de leur temps aux personnes qui prennent la peine de venir les voir et de répondre aux questions qui sont, je le rappelle, quand même très importantes quand on a besoin de travailler sur l'évolution démographique, sur l'évolution des cohortes d'enfants ou d'élèves pour prévoir les agrandissements d'écoles éventuellement, ou la petite enfance, on en parlait tout à l'heure, ou dans d'autres domaines. Voilà. Donc c'est quand même des éléments importants. Merci. Merci Jean-Yves. T'as mis au vote? Ouais, c'est bon. Bon. Ok. Donc on a épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions orales? Non, il n'y a pas de questions orales. Pas de questions orales du groupe minoritaire. Alors, je vais vous lire les nombreuses décisions dont j'ai l'obligation
que j'ai l'obligation de me soumettre. Donc, convention de mise à disposition des locaux. Là, c'est la salle de motricité du plateau d'Assy qu'on met à disposition pour l'association Bien-être. Les mercredis, de 19h à 21h, pendant un an. Décision 110-23, complément sur les tarifs communaux concernant la location de la salle des cités-jardins, qui est quand même très sollicitée par les associations locales, et c'était le but. Décision 117-23, mobilisation d'un emprunt de Banque Populaire Rhône-Alpes donc pour un montant de 427 000 euros et 73 000 euros, un taux fixe de 3,95. Donc c'est un emprunt qu'on avait voté au conseil municipal précédent. On avait évoqué, on l'avait voté, non, je ne me rappelle plus à l'agenda comment on avait fait. Non, c'était dans le BS qu'on avait inscrit l'emprunt. Travaux de réseau, lot 118-23, travaux de réseau d'aménagement de la route des Soudans, lot 1, terrassement et VRD. Donc, un avenant au marché avec la société Sansecundo basée à Passy. Durée d'exécution du marché pendant 12 semaines, passant de 12 à 16 semaines. Route des Soudans, c'est quasiment terminé. Il n'y a plus que l'effacement des réseaux aériens de mémoire. Et puis, il y a la partie végétalisation. Aménagement de la zone des mouilles et de larves, lot 1, terrassement, réseau d'hiver, avenant numéro 1 avec la société Punia pour un montant de 45 465 euros, portant le marché à 69 900, non, c'est 699 678 euros hors taxe. Décision 120-23, avenant à la convention de mise à disposition du logement situé route de Saint-Gervais dans les bâtiments communaux pour une prolongation de 6 jours, donc du 1er au 6 novembre. Décision 121-23, suppression de la régie recette salle du stade de football. Décision 123-23, réalisation d'une installation photovoltaïque, on en a parlé tout à l'heure, en vente de la totalité, d'une installation photovoltaïque en vente de la totalité, tennis municipaux. Intitulé, il est un peu bizarre là. Ouais, et avenant numéro 1 au marché conclu avec la société Siménergie SARL à Bourg-Saint-Maurice. Donc remplacement de la référence des panneaux photovoltaïques, montant du marché et clause inchangée. IES. Décision 124-23, signature d'un accord cadre relatif à la fourniture de titres de transport. Il manque un E à deux là. De transport, de remontée mécanique, donnant accès au domaine skiable de Passy-Plaine-Joux avec le conseil départemental du Val-de-Marne pour un montant minimum de 10 000 euros hors taxe et de 120 000 euros hors taxe maximum. Donc ça, c'est le marché qu'on passe avec le conseil départemental. Propriétaire de Guébriand. Décision 127-23, station de Plaine-Joux, donc tarif préférentiel saison 2023-2024. Décision 128-23, station de Plaine-Joux, tarif public saison 2023-2024. On les a réajustés vu que le télésiège n'est pas livré et qu'on n'a pas de supplément de valeur ajoutée réelle. On a contenu l'augmentation, c'est tenu à un peu moins de l'inflation. Décision 129-23, station de Plaine-Joux, tarif village vacances Guébriand. Annulé, remplace la décision 114-23. Décision 130-23, réaménagement du site de Plaine-Joux, donc marché conclu avec la société Condolo TP basée à Passy pour un montant de 50 570 000 euros. Et décision 131-23, station de Plaine-Joux, village Guébriand. Annulé, remplace donc la décision 129-23. Donc ça, c'était suite à la négociation, suite à l'appel d'offres. Donc, décision d'urbanisme, la commune a déposé 2 déclarations préalables. Une pour la création du toiture de pan sur le sanitaire des transformateurs rue Paul Corbin, donc ce qu'on a installé à côté du terrain de parapente. Ouais, ça fera pas de mal. Et la commune de Passy également, donc un permis de construire pour la mise en place de 9 chalets bois avec une clôture rigide pour les jardins de Belguine, avenue de l'Aérodrome. Voilà, pour donc c'était le 13 septembre. On les reçoit quand? Au mois de novembre, normalement? Ils sont installés déjà, les chalets? Non, je crois pas. Ouais, ça va pas tarder, là. Ouais. Voilà. Bon. On sait ce que c'est. Dernier élément d'information avant de vous inviter au verre de l'amitié. Donc la situation à Passy-Petit, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je vais le rappeler quand même. On avait une question du public, donc c'est important que vous ayez des précisions. Donc la commune a fait le choix de passer en micro-crèche. C'était la seule manière de maintenir une structure ouverte pour accueillir les enfants. Donc la structure micro-crèche est plus souple qu'une structure multi-accueil où il y a une nécessité de diplôme, de qualification qui est bien précise. Donc, n'ayant plus la personne avec ses diplômes, il n'était pas possible de garder la structure à 25 ouverte. Donc, la seule solution qu'on avait, c'était de passer en micro-crèche. Ayant aussi également moins de professionnels, on le rappelait tout à l'heure, il y a 4 personnes en arrêt maladie, une qui était en vacances, une qui a été aux oursons pour renforcer les équipes,
et 2 postes vacants sur les 11. Donc aujourd'hui, on a 3 agents présents, plus la directrice qui va de temps en temps donner un coup de main. Donc on a dû, malheureusement, à notre grand regret, baisser le volume horaire de présence. Il y a un replacement qui a été quand même trouvé avec une assistante maternelle de la commune, un enfant qui a été mis à la garderie des Oursons au plateau d'Assy. Et malgré le contexte et malgré les contestations, et c'est bien légitime, je remercie quand même les parents, une bonne partie des parents, voire la majorité, qui a quand même fait preuve de compréhension. On sait que c'est difficile pour eux, donc on maintient nos efforts pour essayer de trouver une solution et de pouvoir recruter le personnel qualifié. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, donc on a eu la nouvelle de l'association de la garderie périscolaire des Petits Alpins à l'abbaye, c'est une association qui a été obligée de se mettre en liquidation. Malgré les aides répétées des différentes municipalités, ça fait un petit moment que ça dure. Là, la nouvelle équipe, malheureusement, elle a dû subir les conséquences de ce qui s'est passé avant, et là, n'a pas eu le choix, donc avait été fortement endettée auprès de l'URSSAF. Donc, elle s'est mise en procédure de liquidation. La volonté de la commune, c'est d'assurer la continuité de service, donc on a la possibilité de reclasser au moins une des agents, une des personnes, et puis peut-être de trouver une solution en interne. On est en train de regarder ça, mais peut-être c'est même sûr, donc pour pouvoir se substituer à l'association qui fait défaut et ne pas laisser les parents dans la panade. Là, on avait une petite marge de manœuvre au niveau du service éducation jeunesse, notamment, qui ne nécessite pas les mêmes qualifications que ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà. Les maisons fleuries, Annette, qui a relancé ça, les prix des maisons fleuries, donc on a récompensé les gagnants le 12 octobre dernier. Donc voilà, on a fait un petit communiqué de presse avec l'ensemble des lauréats. Un beau travail qui a été mené avec Annette Bordon, le service Espace Vert avec Dominique Amafroy-Broisa, également avec Véronique Lévy, une élue adjointe de Saint-Gervais. Un travail intercommunal, on va dire, partagé avec l'expérience de chacun. Donc ça faisait 7 ans que le concours était arrêté, donc on a souhaité le relancer. C'est une belle réussite. On essaiera encore de faire mieux l'année prochaine. Une quarantaine d'inscrits, trentaine d'inscrits, quarantaine d'inscrits au total. Donc on a fait ça en mairie le 12 octobre dernier. Juste une info, sur le site internet de la mairie, vous pouvez voir dans les actualités, un questionnaire à remplir sur l'étude d'autopartage. Donc c'était dans notre programme électoral. C'est un sujet que j'ai porté au niveau de la Comcom Pays du Mont-Blanc qui garde une compétence avec la mobilité avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a réussi à fédérer d'autres communes, Saint-Gervais, Salanches et puis Combloux, qui souhaitent aussi se lancer dans l'autopartage. Et pour bien définir le besoin, il y a une enquête en ligne qui est mise à disposition par Cities, le prestataire qui a été retenu. Donc c'est pas très long, je vous invite à y répondre, ça dure 10 minutes, pour mieux identifier les besoins et voir comment on peut s'organiser. Donc voilà, plus il y aura de réponses, mieux ce sera. Réunion publique du plan de protection de l'atmosphère. Donc demain, donc vous savez, l'année dernière, la PACI, j'ai souhaité qu'on accueille la première réunion publique du plan de protection de l'atmosphère. Ça n'avait jamais été fait. Voilà, c'était un peu un lieu emblématique, vu que Passy a été très longtemps stigmatisé, et pas souvent à raison, par rapport à la qualité de l'air. Donc c'était important pour les associations, pour les habitants qu'on le fasse à Passy. Donc on a tourné. L'année prochaine, demain, la réunion publique sera à Cluses, à la salle des Allos ex-Allebroge, dans le centre de Cluses, à 19h. Donc là, tout le monde est invité. Les associations seront bien entendu présentes, mais c'est surtout et avant tout ouvert aux habitants. Donc voilà, on a fait passer la communication. Si des personnes souhaitent s'y rendre, donc le préfet sera là. Il dirigera les présentations. On interviendra chacun à notre côté. Moi, je suis pilote au niveau de la commission résidentielle tertiaire et Fournier pour la partie mobilité notamment. Il y a la partie déchets, ressources déchets avec Stéphane Allard également. Et puis la présence d'Atmo qui nous confortera au niveau des données et des analyses qui ont été faites. Et puis surtout les résultats à la fin de cette année, ce qu'on a fêté les 10 ans du fonds Herbois. Donc là, il faut savoir que c'est quand même plus de 5400 foyers qui ont été convertis. C'est plus de 135 tonnes de particules fines qui ont été économisées dans l'atmosphère. En PM10, c'est un peu moins, 129, 130 tonnes au niveau des PM2,5. Et puis, je parle de réunions publiques. Donc, la deuxième série de réunions publiques communales auront lieu donc, fin novembre. Donc, le 27-11, on a communiqué les dates, vous verrez dans le magazine municipal. Le 27-11, ça sera à l'école de l'abbaye. C'est un petit changement. Pour des raisons d'accessibilité de parking, on a souhaité faire ça à l'école. Donc, ça ne sera pas à l'école des Plagnes, mais à l'école de l'abbaye, le 27-11. Le 28-11, à la salle paroissiale de Chède. Le 29 novembre, à Marlios, dans la salle du club de foot. Le 5 décembre, donc ça sera ici même au chef-lieu, dans la salle du conseil. Et le 6 décembre, on terminera au plateau d'Assy. Voilà.
Comme je vous le disais tout à l'heure, donc le magazine municipal, donc vous voyez la couverture ici, le démarrage de la distribution sera effectif demain. Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres avec un gros dossier, notamment sur le bilan mi-mandat, mais également un dossier sur la rentrée scolaire, et puis un peu vous présenter comment ça fonctionne à Passy. Voilà, il est 20h30 pile. J'annonce et clos le conseil municipal et vous invite à vous rapprocher pour le verre de l'amitié. Merci à tous.